cette phrase, alors on vit chaque jour comme le dernier, elle résonne tellement à notre époque, après la crise sanitaire qu'on a traversée. Ouais. Est-ce que tu y as repensé à ce morceau-là? Honnêtement, non. C'est derrière toi. En fait, oui et non. C'est-à-dire que c'est un morceau que je chante à tous mes concerts. C'est un morceau que je relis différemment à chaque fois. Quand je l'ai écrit, je l'écrivais, je pensais aux jeunes immigrants comme moi qui arrivaient un peu partout en Amérique du Nord. Moi, j'étais au Canada et nous sommes nos propres pères. Voilà, je pensais raconter ma réalité, mais finalement, plusieurs s'y sont retrouvés. Mais c'est vrai que, ouais, maintenant que tu me le dis, ça résonne autrement, chaque jour comme le dernier. Il y a même eu des interprétations philosophiques, voire théologiques de ce morceau. Oui, il y a même des religieux qui l'ont pris pour eux. Ça a été très très loin, ce titre, en fait. Ouais, c'est le truc. Hein. Je pense que c'est Rousseau qui disait ça, parler du soi et pour toucher à l'universel. C'est ça qui est intéressant en chanson. Et c'est ce qui est beau aussi dans l'inconscience, mais l'audace aussi du jeune qui débute. C'est que tu te permets tout. Et moi, je me suis permis d'être honnête, de parler de ma solitude, de parler de ma réalité de jeune immigrant qui arrive en Occident sans langue de bois et en même temps avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tendresse, sans me dire ah, là, est-ce que je suis trop je suis peut-être pas assez virulent, peut-être que je devrais taper plus fort que ça. Non, j'étais juste dans ma vérité et je pense que c'est pour ça que les gens se sont reconnus. Mais en vrai, je pensais ne parler que de moi quand j'ai écrit cette chanson. Et il y a aussi autre chose, c'est que le R&B à l'époque, c'était un style très codifié. Ouais. Était arrivé, un peu comme Drake à une autre époque, avec des choses très intimes. Ouais. Avec beaucoup de fragilité en fait. Ouais, c'était fragile avant Drake. Ouais, merci Mouloud. Je suis un pionnier. Non mais c'est marrant que tu dis ça parce que juste avant la sortie de mon album, je suis venu à Paris, j'ai rencontré plusieurs maisons de disques, plusieurs grandes maisons de disques, et on a une en particulier, je m'en rappellerai toujours, un DA qui m'a dit, un directeur artistique qui m'a dit, c'est vraiment intéressant musicalement. Mais non. Mais au niveau du texte, il y a un décalage. Le R&B, c'est pour les jeunes filles, c'est teenagers. Qu'est-ce que tu nous fais avec tes Seul au monde, puis des Comme un fils, puis machin, c'est beaucoup trop. Ça ne marche pas. Ça te dit pas de changer le texte un petit peu, le rendre un peu plus accessible au public cible finalement pour quelqu'un de ton âge. Et évidemment, ça n'avait absolument aucun sens. Mais c'était l'image du R&B à l'époque. C'était quelque chose de je veux pas dire lisse, non, mais c'était dans les codes du R&B américain de toute façon. Le R&B américain, il se veut pas forcément engagé ou hyper introspectif. C'est souvent des histoires d'amour et c'est bien aussi. Mais c'est vrai que moi, mon album détonnait un peu. Alors que pour le coup, tu fais vraiment du réel R&B. Le rhythm et le blues sont réellement liés. Absolument. Je suis content que tu le dises. Franchement, d'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je l'entends comme ça. Ça m'étonne pas que ça vienne de toi, mais non, parce que voilà. Très sérieusement, parce que je pense que très souvent, surtout au début de ma carrière, on m'a mis dans la case variété parce que et on faisait complètement abstraction du rythme dont tu viens de parler, du groove, de tous les codes qui font du R&B ce qu'il est, parce que les textes se rapprochaient plus de ce qu'on pouvait trouver dans la chanson française. Mais c'était du R&B, c'est toujours du R&B, ouais, à la base. Le prochain album s'appelle Encre Rose. C'est un titre très gainsbourgien, Encre Rose. Ah merci, c'est un beau compliment ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis, absolument. Ça a toujours été un peu compliqué pour moi d'écrire du R&B en français parce que j'avais pas de référent, j'avais pas d'exemple mais il y en avait quelques-uns. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai entendu Terry Moïse, par exemple, je me dis ah ouais, c'est possible. C'est possible dans les poèmes de Michel. Dans les poèmes de Michel. Mais j'avais pas de Gainsbourg, j'avais pas d'équivalent Soul R&B Gainsbourg ou Aznavour ou Brassens ou des trucs, tu vois, plus grands que nature, auxquels je pouvais me référer en me disant ah bah eux ils ont fait ça comme ça.
voilà le chemin à suivre, j'ai le blueprint, comme on dit. J'avais rien de ça. Donc il a fallu que je m'invente un truc, et j'ai très vite compris que pour raconter mes histoires telles que je voulais les raconter, sans dénaturer, et rester dans ma vérité soul R&B, il y avait des compromis à faire. Et je pense que j'ai beaucoup plus penché vers la langue française, parce que je pense que ça m'a intimidé de chanter en français, parce que j'ai appris à chanter en français avec ce premier album. J'avais jamais chanté en français avant. Et ce qui est dingue, c'est que maintenant c'est toi le blueprint. Quand on voit une artiste comme Aya Nakamura, dont on a passé Jaja tout à l'heure, Aya Nakamura, qui est une artiste pour le coup qui ne mâche jamais chez mots, un des seuls artistes qu'elle dédicace, c'est toi. Quand on demande de reprendre une chanson, souvent elle reprend tes chansons. Ah, et ça me touche beaucoup. D'ailleurs, je lui avais fait une petite dédicace avec toi sur Click. Ça me touche énormément, parce que c'est, je sais pas si c'est un truc qui est propre aux artistes en musique de manière générale, mais on a du mal à donner du mérite ou du crédit à ceux qui nous ont précédés. Je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être parce qu'on est en train de vivre notre moment et qu'on veut concentrer l'attention sur nous, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, et quand je l'ai appris d'elle, ça m'a beaucoup impressionné de sa part. Et j'ai vu quelque chose que je voyais pas nécessairement en elle, cette sincérité, cette vérité-là chez elle, de dire ouais, moi j'étais fan, et je l'entends de beaucoup de gens, mais rarement d'autres artistes. Mais ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ça évoque la notion d'affranchissement par rapport au code de l'industrie, où souvent les artistes ont l'impression d'être dans une compétition qui est pas orchestrée par eux. Ouais, tu fais bien de le dire. C'est une compétition qui est bien sûr pas orchestrée par eux, mais c'est une compétition c'est un marché, hein. Et sur un marché capitaliste, il faut de la compétition, sinon le marché n'est plus viable. Et j'ai l'impression effectivement que voilà, tant que ça fait monter les enchères, tant que ça fait parler, et souvent quand on est dans le clivage, et donc il faut être contre l'autre, il faut être plus que l'autre, c'est une culture qui se maintient, mais c'est dommage, parce qu'on n'est pas en vrai, on n'est pas en compétition avec personne. On est dans l'expression du soi, et mon moi forcément, et en tout cas j'espère qu'il est unique, et que le tien l'est aussi, que on devrait pouvoir coexister, faire du son, s'inspirer les uns des autres, sans pour autant être en compétition. Ouais. Corneille, je voulais te faire parler avec un constat assez lucide, parce que cette lucidité, elle est selon moi essentielle pour comprendre l'optimisme qu'annonce cet album. Souvent, il y a des gens qui sont optimistes et niais, hein. Et cet optimisme, il prend de la valeur quand les gens sont lucides. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est-à-dire qu'il faut avoir, pour être capable de dire, bon bah, moi j'aime pas les gens qui me disent t'inquiète, ça va aller. Mais par contre, ceux qui me disent, franchement, j'en ai vraiment bavé, ce que t'as, c'est moins grave. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. Je pense que tout optimisme a sa valeur, même quand il a l'air niais. Je pense que tout le monde ne sait pas bien expliquer pourquoi il ou elle est optimiste. Mais oui, c'est vrai que dans mon cas, je me sers de mes expériences personnelles pour appuyer le truc un petit peu, parce que c'est vrai que c'est trop facile de dire t'inquiète, pandémie, il y a des millions de gens qui ont tout perdu, qui ont perdu leur business, il y a des gens qui ont perdu leurs proches, mais t'inquiète, ça va bien aller. C'est beaucoup trop simple, et pourtant moi, mon expérience personnelle me dit que généralement ce dont on fait l'expérience et qu'on nomme comme étant tragique, mais de façon universelle, généralement ne l'est pas vraiment. C'est juste qu'on n'a pas la capacité de se projeter et de savoir ce que ça annonce, et les leçons qu'on peut en apprendre, et tout ça. Mon expérience de vie me dit que j'ai vécu des choses très, très difficiles, et aujourd'hui je suis persuadé que je ne serai pas la même personne, et j'aime bien la personne que je suis. Mais ton expérience de vie aussi, elle donne une leçon, dans le sens où souvent quand on pense que lorsque quelqu'un a connu quelque chose de très grave et qu'il s'en sort, on pense que cette personne est forte.
Alors que c'est faux. Ah non, c'est faux, c'est faux. Et d'ailleurs, mais voilà, c'est ça encore des choses qu'on entend. Bon, il y a beaucoup de coachs de vie qui nous disent, qui ont mal lu Nietzsche et qui nous disent qui ne tue pas rend plus fort. C'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, ce qui ne tue pas fait très mal. Et cette douleur, elle reste. Après, on peut compenser avec autre chose. Moi, j'ai fait des rencontres dans ma vie qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont sauvé l'âme. Sans ces rencontres-là, je ne serais pas là aujourd'hui. Il a fallu que je les fasse, ces rencontres. Ils ont été mis sur mon chemin. Je ne l'ai pas demandé. J'ai eu énormément de chance. J'aurais pu ne pas faire ces rencontres-là. Puis être complètement brisé par ce que j'ai vécu au Rwanda, et faut pas l'oublier. Moi, je pense que la capacité de l'être humain à se suffire est surfaite. On ne se suffit pas, loin de là. On a besoin de beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de chance et de temps aussi pour se construire, pour se reconstruire. C'est pour ça que c'est trop facile de dire à quelqu'un ouais, ça, t'inquiète, ça va aller. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Faut reconnaître la douleur pour ce qu'elle est, mais après, c'est vrai qu'il y a la possibilité de vivre avec et de vivre autre chose. On parlait avec Charlie de la puissance de la musique. Elle permet de garder contact avec les gens qui nous manquent, que c'est quelque chose que finalement ces ondes de la musique dépassent parfois le monde des vivants. C'est très étrange. Est-ce que toi, tu as la même sensation avec ta musique? C'est qu'elle te permet de rester en contact, ou de communiquer, ou de donner des émotions Alors c'est marrant, moi ma musique elle m'a jamais servi à ça en fait. C'est la musique d'autres personnes, d'autres artistes qui me sert de cette manière. Ma musique à moi par contre, ce qu'elle m'a permis de faire, c'est de créer un pont avec l'humanité, un pont qui aurait pu être complètement brisé. Et je pense que c'est d'ailleurs que j'ai choisi de faire ce métier. J'ai choisi de faire la musique parce que j'avais une telle carence d'amour et un tel besoin d'être accepté de l'autre et de croire encore que l'humain est peut-être bon. Et la musique a ça de fort, c'est-à-dire que tu montes sur scène devant que ce soit 100 personnes ou 10 000, mais d'avoir des gens, de parfaits inconnus qui ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, avec lesquels visiblement t'as pas partagé, avec lesquels t'as pas élevé les vaches comme on dit, mais qui sont là, qui entonnent tes refrains. Moi j'avais écrit mes petites chansons dans un sous-sol dans une ville qui s'appelle Longueuil au Québec. Jamais je m'imaginais qu'un jour je monterais sur la scène de La Rochelle ou à l'Olympia ou au Zénith, et de voir des gens chanter mes refrains. Ça me dit que l'humanité comme concept, comme quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire une unité, toi et moi et Charlie, on a des choses en commun au-delà de nos couleurs, sans vouloir faire kumbaya, tout le monde est gentil et toi, tout. Toi t'es en bleu, moi je suis en jaune. Voilà, rien à voir. Et pourtant, nous sommes les mêmes, et c'est sur scène, quand tu passes 2 heures devant des gens qui tu sais qu'ils n'ont pas voté pour les mêmes gens, tu sais qu'ils ne parlent pas politique dans les mêmes termes, ils ne prient pas les mêmes dieux. Si ça se trouve, il y a des pauvres, des riches. Si ça se trouve, en dehors de ce concert-là, ils ne peuvent pas saquer. Mais pendant 2 heures, il y a une communion. Et la musique a cette force-là. Et ça, c'est grand. Est-ce qu'il y a cette science quand même de se dire, quand on a fait des succès, quand on a fait des albums qui ont cartonné, quand sa musique a voyagé partout, est-ce qu'il y a justement cette science de ce qui va plaire et de comment rester collé à l'époque? Oh là là, alors ça c'est le grand piège. C'est le grand paradoxe d'ailleurs, parce que je pense que plus on essaie de théoriser l'affaire et de trouver une formule, et plus on s'éloigne de cette science, justement. Le truc, c'est d'être vrai, en tout cas dans mon cas, c'est d'être vrai, d'être aussi authentique que je puisse l'être, et prendre le risque que ça ne plaise pas, et de l'assumer, et de dire tant pis si ça ne plaît pas, mais il faut que je persiste, il faut que je reste moi-même, parce qu'il y a toujours la tentation justement d'étudier les choses et de se dire je sais faire, je comprends la musique, je sais comment répéter, reproduire une formule que j'ai entendue, qui est tendance, qui fonctionne, mais on s'éloigne de notre métier, qui est celui
d'être dans la vérité le plus possible, en tout cas. On parlait tout à l'heure du R&B. À l'époque, ce qui valorisait les artistes R&B, c'était cette fameuse tradition du refrain dans les gros tubes de rap. Maintenant, les rappeurs font leur refrain avec de l'autotune. Ils nous ont tout piqué, les rappeurs. Là, ils font leur couplet et ils font leur refrain en plus. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ça? Personnellement, pas grand-chose, mais globalement, pour la culture soul R&B, pour ce qui est, je trouve qu'elle a fait mal. Elle a fait mal cette façon de monopoliser la culture urbaine en musique, finalement, par les rappeurs, parce que je pense à des chanteurs comme Usher ou des chanteurs comme Nio qui étaient au top et dont je pensais qu'ils allaient rester au top pour plusieurs années encore, qui du jour au lendemain se sont rendus compte qu'il y a toute une génération qui arrivait et qui pensait que finalement, avec un petit peu d'autotune et un refrain bien catchy, bien envoyé, finalement, Usher, Nio, bon, c'est à peu près la même chose. C'est juste qu'on a de nouvelles têtes, puis on a. Tu connais cette anecdote entre Usher et T-Pain? Ah ouais. Quand elle a dit à T-Pain, t'as bousillé tu as tué la musique. Et ça a mis T-Pain en dépression pendant des mois, des années. Ah ouais, ça m'a beaucoup touché parce que ce qui m'a touché, c'est la lucidité, l'honnêteté de T-Pain, de l'avoir reçu et de s'être posé des questions quand même de ce qu'il avait fait avec son emploi de l'autotune. Ironie, T-Pain est un chanteur de fou. Incroyable, ouais. C'est ça qui est marrant. Mais on aurait pu se dire pareil de quelqu'un qui jouait de la guitare électrique et pas de la guitare sèche. On a l'impression que quand on entend des groupes comme Damso ou comme PNL, ils font de l'autotune un véritable instrument et de leur voix un véritable instrument. Absolument. Ça, c'est une autre technique encore. C'est juste une autre technique et c'est la musique qui évolue et je pense que toutes les anciennes gardes ont du mal avec la nouveauté. Toutes les anciennes gardes regardent les nouvelles techniques, les nouvelles façons de faire, et se disent « Oh, c'était quand même mieux avant. C'est beaucoup plus facile de cette façon. Vous trichez en vous servant de la technologie. » Je pense que ce qui dérange, c'est qu'on parle de la voix humaine et que finalement, la voix humaine est ce qui gardait dans toutes les innovations que la musique a pu connaître, technologiques surtout, la voix humaine est restée humaine. Et là, elle commence à se robotiser un petit peu, et ce n'est plus juste un effet de style, c'est devenu la façon de faire. Même moi, quand j'entends une chanson à la radio, et que la justesse n'est pas à 100% parce qu'elle n'est pas autotunée, parce qu'il n'y a pas eu, parce que Melodyne n'est pas passé dessus 3 fois, ça me gêne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'oreille de l'auditoire qui a muté, en fait. Peut-être que maintenant, le public ne fait même plus la différence, que dans une playlist, maintenant, on peut avoir Corneille, on peut avoir Charlie, on peut avoir un Bob Dylan comme on a écouté, on peut avoir... Enfin, j'ai l'impression que tous les styles, maintenant, sont assez mélangés. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce qu'il y a de bien dans ce nouveau modèle de streaming et on va dire, presque démocratisation de l'accès à la musique, parce que ça reste quand même très... Il y a un monopole quand même, mais je pense que ça va se décentraliser de plus en plus, et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que si tu aimes Joan Baez, parce que tu aimes la musique folk américaine des années 60 ou 70, tu vas pouvoir l'écouter, et tu vas pouvoir y avoir un accès direct sans que ton père ou ton grand-père et à prendre le temps de te faire écouter, de dire écoute gamin, c'est ce qu'on écoutait à l'époque. Non, tu vas le trouver tout seul parce que tu as écouté Bob Dylan, c'est la même chose. Tu as écouté Bob Dylan dans une série Netflix et que tu dis c'est vachement bien en fait. Ça me touche, je sais pas pourquoi. Un clic, tu écoutes et tu découvres. Là, c'est le monde, c'est une porte ouverte sur le monde de la musique. Ça, c'est plutôt pas mal. On parle d'un autre pays, cher à ton cœur, c'est le Canada. Ouais. Et pour ça, on a quelqu'un de cher à mon cœur, c'est Philippe Tessier. Ça va, Mouloud? Bonsoir, Corneille. Bonjour. Ça va bien? Super. Allez, à toi. Effectivement, cette semaine, je vais vous parler de quelqu'un qui est aussi célèbre que Céline Dion en France. Je vais bien sûr parler de Luc Plamondon. Oh, ben c'est au-delà d'être une des plus grandes exportations du Québec dans le monde, au même titre que Céline Dion et Guy Laliberté avec le Cirque du Soleil, il est là, il est dans ces sommets-là. Je pense que c'est probablement... Je vais m'avancer. Hein. C'est le plus grand auteur francophone. C'est-à-dire que... Ah ouais, carrément. Bah,
Tu vas pas avec le dos de la cuillère, comme on dit dans le milieu des mangeurs de Nutella. Je vais m'expliquer. C'est la diversité dans son catalogue. C'est-à-dire Notre-Dame de Paris, Starmania et L'amour existe encore. C'est des chansons qui ont traversé les cultures. C'est-à-dire c'est pas du tout... au Rwanda, j'avais des gamins qui chantaient L'amour existe encore. Il y a Notre-Dame de Paris, ça a été traduit dans je sais pas combien de langues. Il y a quel autre auteur a ce range, comme on dit, ce spectre de chansons et de j'en vois pas. Genre il y a moi je dirais Jean-Loup Dabadi. Pour la France. Pour la France, ouais. Peut-être. Ouais. Alors un D alors. Et voilà. Un D. Je dirais Jean-Loup Dabadi. Si on parle de francophonie, on peut en citer énormément d'autres, mais c'est vrai que Luc Plamondon, c'est une grosse moula. Hein. C'est une référence. Très grosse moula. Corneille, tu m'as fait un kiff. On t'a demandé une playlist, et dans cette playlist, il y a 2 morceaux que j'ai envie de jouer parce que tu sais pas à quel point tu m'as fait plaisir. Le premier, c'est pour moi un morceau avec les plus belles notes de synthé du monde. Quand je les entends, je deviens fou. C'est SOS Band avec Just Be Good To Me. Oh là 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 là, mais j'ai des frissons. Voilà. T'as juste dit le titre, ça m'a donné des frissons. Vous qui nous écoutez, dis-moi ce qu'il a de magique ce morceau, parce que tout. Corneille, tu fais partie je le dis vraiment, des plus grands mélodistes que je connais, des plus grands auteurs en France. Merci. Et on le dit pas assez parce qu'il y a aussi le côté auteur très très important. Merci. Et ce morceau, je trouve qu'en termes de mélodie, il est imparable. Ça pourrait être n'importe quel style de musique, n'importe quel style de reprise, ça marcherait. Oh là là, et cette intro, c'est-à-dire qu'il te pendant 1 minute, même plus, il n'y a pas une voix, il n'y a pas une mélodie, c'est juste des accords avec des synthés, je sais pas combien de tracks de synthé il y a dessus, mais c'est un vrai régal. Et c'est ça la musique, c'est quand t'arrives même plus à expliquer pourquoi ça plaît autant, mais cette intro, dès que ça commence, frisson. Je demande devant toute la France, toutes les personnes qui nous écoutent, et d'ailleurs merci aux auditeurs d'Europe 1 parce que apparemment cette tranche est stable et on est très heureux. Merci, nous avons grâce à vous stabilisé cette tranche, c'est un bonheur. Je demande à toutes les personnes qui nous écoutent sur Europe 1, devant tout le monde, j'ai plein de témoins qui nous écoutent, est-ce que Corneille, un jour tu nous sortiras une reprise de ce morceau? Un truc dans ce délire, parce que je sais que toi tu peux nous en faire une tuerie. Alors tu sais quoi, je veux pas m'engager, mais tu viens de planter une idée dans la tête. Par exemple, on sait jamais, pour Noël, en streaming, c'est cadeau, boum, bam, sur une plateforme. Tu viens de mettre un truc dans ma tête. En vrai, puis voilà, sera né ici. Corneille, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Une date pour l'album? Pas de date encore. J'ai envie de sortir des titres et quand je veux bien le sortir, je vais le sortir, mais ça va être à peu vers la fin du mois de février. D'accord. Ouais. Il est prêt ou c'est pour l'instant? Il est prêt. D'accord. Il est prêt. Okay. Il est prêt, mixé, il est prêt. Donc comme on dit, le chargeur est plein. Le chargeur est plein. Très bien.